Bonjour à tous, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui. Je vous propose de commencer. Je suis Anne-Claire Freudenreich, je suis directrice de mission chez Sémaphore et en charge du développement des savoir-faire de Sémaphore en matière de performance durable. Et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi Valérie. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Valérie Labouré-Hirsch. Moi, je suis consultante en performance durable. En fait, j'ai un passé de plus de 30 ans dans le monde corporate, essentiellement en direction financière et direction générale. J'ai passé 29 ans chez Nestlé. Mon dernier poste était directrice générale finance IT de Nestlé France. J'ai fait une incursion d'un an et demi dans l'automobile, puisque j'étais CFO du groupe Aramis Auto après son IPO. Et depuis l'été dernier, j'ai décidé de sauter de l'autre côté de la barrière pour accompagner les entreprises dans la recherche d'une création de valeur durable. J'ai rejoint un collectif d'anciens dirigeants qui s'appelle Minéo. C'est une société de conseil en transformation durable à destination des PME et ETI. Notre objectif, c'est de réconcilier performance financière et durabilité. Merci Valérie, j'ai plaisir à animer ce webinaire avec toi aujourd'hui et de pouvoir bénéficier de cette perspective très particulière qui est celle de Minéo à l'égard des dirigeants. Ce que je vous propose rapidement, c'est on a construit ce support à partir des principales questions que on rencontre souvent, Valérie et moi, dans nos différentes discussions avec nos clients. Euh, on a aussi choisi d'avoir une présentation assez ciblée sur je dirais en fonction de la taille et des spécificités des entreprises, des personnes dont on a pu voir qu'elles étaient intéressées et participent aujourd'hui. Donc il y a des sujets qui volontairement, pour l'instant, n'ont pas été abordés en première intention, mais on a gardé un temps à la fin pour des échanges. Pour le bon déroulement du webinaire, on a coupé pour l'instant les micros qu'on rouvrira à la fin pour une séance de questions-réponses. Et nous vous proposons de poser vos questions dans le chat et on commencera la séance de questions-réponses en répondant à l'ensemble de vos questions. Donc, je vous propose de commencer. Et une des premières questions qu'on rencontre souvent, c'est finalement, mais pourquoi on est dans cette situation-là aujourd'hui? Pourquoi tout ça? En fait, la CSRD et toute la dimension de performance durable s'inscrit dans le point de départ qui a été donné, enfin pas le point de départ, mais un coup d'accélération donné par l'Union européenne avec son plan stratégique qui était le Pacte vert pour l'Europe. Le Pacte vert pour l'Europe, c'était une stratégie qui était axée autour de la volonté de mettre en place une transition socialement juste vers un système économique durable. Et effectivement, face au constat de l'enrayement de certains leviers de notre économie, de pouvoir transformer l'Union en une économie moderne et compétitive. Un des grands sujets qui était au cœur de ce pacte vert et dont on a beaucoup entendu parler était bien sûr l'absence d'émissions nettes de gaz à effet de serre et l'ensemble et un ensemble de considérations, d'ambitions qui allaient autour de ça. Mais pour le point clé pour que cette transition puisse avoir lieu, c'était de pouvoir financer cette transition. Et le financement de cette transition nécessitait de réorienter les flux de capitaux et de gérer l'ensemble des risques financiers induits par le changement climatique. Et justement, ces leviers qui s'enrayaient et de pouvoir faire face à l'ensemble des risques et de réorienter les flux de capitaux non plus vers les marchés financiers où la rentabilité est la plus forte, indéniablement, mais vers des investissements durables et vers l'économie réelle. Pour pouvoir réorienter ces flux de capitaux, les financiers ont demandé et ont dit qu'ils avaient besoin avant tout de pouvoir bénéficier d'une information de la part des entreprises qui, se projetant dans un environnement, dans un temps plus long
que le temps court des marchés financiers permettait de gagner en transparence et donc de sécuriser leurs investissements. Donc la condition préalable à pouvoir, de pouvoir réorienter ces flux financiers par les entreprises de services financiers, c'était de pouvoir bénéficier de cette information, et c'est la CSRD qui encadrait, qui encadre, qui a vocation à encadrer la publication par les entreprises d'une information pertinente, comparable et fiable. Donc finalement, derrière cette intention, quel était l'objectif de la CSRD, donc la Corporate Sustainability Reporting Directive? Son intention, en fait, c'est véritablement d'amener les directions générales à conduire un exercice de transformation. Donc, comme tout exercice de ce type, ça veut dire conduire une réflexion sur le modèle d'affaires, la gouvernance, la manière et les modalités dont l'entreprise est, est gérée, questionner le mode de collaboration avec les parties prenantes, et tout ça se fait et aboutit et a comme pivot, je dirais, le fait d'identifier les impacts, les risques et les opportunités selon une approche de double matérialité. Donc pour faire cela, il faut nécessairement se projeter dans la durée et s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, parce que c'est une démarche, un mode de réflexion, une façon de penser, une façon de penser le business et de penser la gestion de l'entreprise qui diffère pour partie de la manière dont on a l'habitude de fonctionner. Donc c'est bien pour ça que d'aborder la CSRD par les points de données, ça a un côté simple et je dirais rassurant de se dire, bon, alors tout ça, je ne sais pas forcément par quel bout je vais le prendre, mais je sais que je vais avoir de la donnée, donc finalement, c'est ce qu'on appréhende le mieux, et beaucoup ont abordé la CSRD par les points de données, mais en fait, c'est totalement contre-productif parce qu'on passe à côté de l'aspect structurant de la CSRD, les points de données n'étant là que ne sont là que comme indicateurs d'un mouvement de transformation. Autre point qui a conduit aussi, et avec lequel malheureusement, bon, ça arrive fréquemment en fait, hein, c'est les problèmes de traduction. On a parlé de corporate sustainability et c'est reporting directive. Reporting, en français, c'est un faux ami. Le reporting, en français, on utilise ce terme pour parler d'une liste de données. Or, dans le vocable anglo-saxon, la notion de reporting, c'est une notion qui est plutôt associée au terme d'information et de publication. Donc, en fait, la CSRD, c'est comment on rend compte du processus de transformation mis en œuvre. Ce processus de transformation ayant comme pivot l'identification des impacts, des risques et des opportunités selon une approche de double matérialité. Donc finalement, ce qui est au cœur de la CRD, c'est cette fameuse matrice de double matérialité. Donc finalement, c'est quoi la double matérialité? Qu'est-ce que c'est? La double matérialité, en fait, j'ai envie de dire, c'est un mode de pensée que l'on connaît déjà. On le connaît pour sa partie droite ici sur le slide, qui est la matérialité financière. On la retrouve fréquemment, on la connaît, c'est un mode de fonctionnement que les dirigeants connaissent bien, qui est de dire finalement, qu'est-ce qui constitue un risque pour l'entreprise? Qu'est-ce qui va affecter ma performance financière? Donc finalement, qu'est-ce qui dans l'environnement vient faire que je vais être moins performant, vient faire que je vais être amené à finalement être impacté par quelque chose qu'il se passe, soit au niveau des marchés financiers, soit au niveau de la population, soit au niveau de l'environnement, et donc va avoir un impact sur ma performance. Ça peut être un risque, mais c'est aussi comme ça que les entreprises identifient des opportunités.
une opportunité de marché, une opportunité commerciale, une opportunité qui va avoir au contraire un impact positif sur ma performance financière. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Quand on a une main-d'œuvre, par exemple, en mauvaise santé dans toutes les sociétés industrielles, c'est quelque chose qu'elles connaissent très bien que de travailler sur la santé, sécurité, et le droit français le réglemente largement. Euh, et qui dirait que ça n'a pas un impact direct sur les finances de l'entreprise. Donc finalement, ce mode de raisonnement, il est connu. On dit que c'est un impact, donc on parle de matérialité financière, on parle de risques et opportunités, on dit que c'est la matérialité outside in aussi, c'est des choses que l'on entend parfois. Donc ça va de l'extérieur, en tout cas, à titre de repère, ce qu'on peut se dire, c'est que ça va de l'extérieur de l'entreprise vers l'entreprise. La matérialité d'impact, en fait, intellectuellement, c'est le même raisonnement, sauf que le sens en est juste inversé. C'est on part de l'entreprise et c'est l'entreprise qui va avoir un impact positif ou négatif sur la population et l'environnement. Donc dans ces cas-là, on parle d'impact positif et négatif. On va parler aussi de mouvement inside out. Et cet impact des activités de l'entreprise, on va la regarder et on va le cibler sur la population et l'environnement. Et comme les choses sont bien faites, les principales thématiques de la CSRD, c'est le social au sens large, donc social au sens de population, et environnement au sens de système écologique, donc tout ce qui va toucher aux écosystèmes, donc pollution, climat, pollution, biodiversité, etc. Et de la même façon, la santé, pour prendre le pendant au niveau de la santé des travailleurs, dans le petit exemple qu'on mettait, là, cette fois-ci, ce n'est plus en quoi, entre guillemets, et avec beaucoup de doigté, la santé des travailleurs a un impact sur ma productivité, sur ma performance, c'est comment moi, par mon activité, je vais porter atteinte à la santé des employés, augmentant des risques chez eux que, à part eux, personne n'en paiera le prix. C'est certainement pas l'entreprise qui va assumer d'une façon ou d'une autre le fait qu'un salarié ait des problématiques de santé. C'est lui qui, à vie, portera les conséquences de son travail. Alors après, oui, mais il y a de la compensation. Oui, mais ce n'est que de la compensation. C'est-à-dire que la première conséquence, la conséquence première, c'est que la santé du salarié est abîmée et que c'est lui qui va emporter à vie les conséquences et pas la performance de l'entreprise. Donc voilà ce qu'est le principe de double matérialité, qui est au cœur donc, de nos analyses CSRD. Alors, il faudrait que j'arrive. Voilà. Donc voilà un petit peu, c'était les grands points, je dirais, que quand on reprend le sujet CSRD en se disant, bon alors, finalement, pourquoi on en était là? C'était quoi les éléments clés? Aujourd'hui, la question suivante, c'est, et alors Omnibus, finalement, ça dit quoi? Ça fait quoi? Et on va où? Donc dans Omnibus, dans le package Omnibus, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le package Omnibus contient plusieurs textes. Il contient 2 directives et certains autres textes. Il y en a qui sont volontairement omis dans cette présentation. C'est ce qui est lié à la taxe carbone aux frontières et c'est ce qui est lié à InvestEU, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas concernés. Donc je l'ai carrément sorti. Et il y en a un autre que j'ai mis très légèrement et en pointillé, c'est la CS3D. Donc c'est la directive sur le devoir de vigilance qui concerne les entreprises de 1000 salariés qui est reportée d'1 an, qui n'était pas transposée encore en France. Et on pourra en reparler, si vous le souhaitez, à l'issue
pendant le temps de questions-réponses, mais je ne vais pas y passer plus de temps maintenant. Donc la CSRD, c'est le report de 2 ans de la publication. Donc aujourd'hui, la directive Stop the Clock avait pour vocation de reporter 2 ans la publication des rapports pour les entreprises de la vague 2. Donc des reports des publications qui étaient prévues l'année prochaine, en 2026, à 2028 sur les données 2027. Et directive Stop the Clock, il n'y a que ce point-là dedans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne connaît pas les seuils, on ne sait pas ce qu'il en est, on sait juste que voilà, c'est reporté. Et pourquoi aussi on a fait ça? C'est parce qu'il y avait un certain nombre de pays qui n'avaient pas transposé et qui se trouvaient dans un vide juridique. Aujourd'hui, sur Stop the Clock, le processus législatif est quasiment finalisé. Donc vous pouvez considérer aujourd'hui que Stop the Clock est acquis. Donc aujourd'hui, on peut considérer que le report de 2 ans est acquis aussi bien au niveau de l'Union européenne qu'au niveau de la France. Il y avait un sujet qui était très spécifique à la France, lié à aux dispositions de transposition, qui était l'obligation de nommer un CAC avant le 31 décembre 2025. L'absence de nomination d'un auditeur normalement relève de la responsabilité pénale du dirigeant, et le projet de loi qui est bientôt acquis dépénalise bien l'absence de nomination d'un commissaire aux comptes. Donc ça, c'est le point important. En ce qui concerne la directive contenu, c'est elle qui contient la modification des seuils et la confirmation d'un seuil qui est remonté à 1000 salariés. Et c'est elle qui contiendra la mise à jour des normes SRS. Au niveau du processus législatif, où est-ce qu'on en est? On en est qu'actuellement, la directive contenu est en cours d'examen et qu'elle ne sera adoptée que pas avant fin 2025, début 2026. Donc nous n'aurons pas tout de suite la confirmation du seuil. D'autre part, concernant les normes SRS, l'EFRAG a commencé son travail, la Commission lui a demandé un avis technique pour le 31 octobre 2025. Et ensuite, il y a les délais de transposition pour les États membres. Les autres textes importants sont la taxonomie qui va être revue d'ici fin juin 2025. L'audit des lignes directrices sont attendus pour le 1er octobre 2026. Et enfin, quelque chose d'assez important, voire de très important, concerne la norme VSME. La norme VSME était une norme volontaire de publication d'informations de durabilité. Et elle a été publiée en décembre dernier. Elle concernait les entreprises de moins de 250 salariés. Aujourd'hui, elle va concerner en fait toutes les entreprises qui vont sortir du scope de la CSRD. Cette norme qui était peu regardée à l'époque prend maintenant une importance de plus en plus clé, puisque la Commission, dans le package Omnibus, la Commission a prévu de faire adopter par acte délégué la VSME dès que possible. Donc elle visera toutes les entreprises, elle visera l'information de toutes les entreprises non soumises, et elle sert donc en fait finalement d'un support de dialogue ça deviendra un support de dialogue avec les parties prenantes, notamment les financiers, et elle a vocation réellement à constituer un bouclier face aux demandes des grands donneurs d'ordre, en fait. Donc cette norme, la publication d'une information de durabilité selon la norme VSME prend, au regard de ce qui est prévu dans le package Omnibus, une importance significative et à laquelle il faut vraiment s'intéresser. Donc finalement, pour les entreprises, alors, hop, voilà. Donc finalement, pour les entreprises de la vague 2, comment s'y prendre maintenant? Aujourd'hui, étant donné que les normes, le premier projet de nouvelles normes sera disponible au 31 octobre 2025, pour toutes les sociétés autour
des 1000 salariés, on préconise réellement que d'ici au 31 octobre, et donc la mise à disposition au moins d'une première version des normes, vous puissiez gérer 2 priorités majeures qui sont l'embarquement des dirigeants, puisque le projet de transformation du modèle d'affaires qui est sous-jacent à la publication de l'information de durabilité ne peut être et ne peut se faire qu'à l'initiative et sous le pilotage des dirigeants. Et deuxièmement, de conduire l'analyse de double matérialité, qui est le pivot de la CSRD, qui ne sera pas remise en cause normalement dans le cadre des nouvelles normes, et qui constitue vraiment le pivot, le squelette, l'ossature, la colonne vertébrale de la réflexion de l'information de durabilité. Donc, je vous ai remis rapidement le principe. Donc, le principe, c'est de commencer par faire un état des lieux autour de la réalité de mon business model, de ma chaîne de valeur, de mes parties prenantes, de comment finalement je crée de la valeur au sein de mon entreprise, de s'assurer du contexte réglementaire, bien entendu. Est-ce que mon activité est soumise à des réglementations particulières qui viennent impacter et qui contraignent la manière dont mon activité est mise en œuvre, la manière dont j'exerce mon activité, et bien entendu, de comprendre les attentes des parties prenantes, puisque selon qu'on est face à des dirigeants qui sont des institutionnels publics, ou des financeurs ou des investisseurs qui sont publics, une ETI familiale dans laquelle ce sont des fonds et un patrimoine qui financent, un patrimoine personnel qui finance l'entreprise, ou que c'est un fonds vert, pas vert, les attentes vont être différentes. Est-ce que j'ai une dette importante? Quelle est la position de la banque qui, elle, reste soumise en fait à toute une panel de réglementations et de règlements proches de la CSRD en matière de durabilité et donc de la nature des investissements. Eh bien, à chaque fois, les attentes peuvent être différentes. Et puis, bien entendu, il y a aussi les attentes des clients en fonction de la nature de l'activité, des bénéficiaires de mon activité, etc. Ensuite, il y a tout ce qui est de ce contexte, de cet état des lieux, je vais définir en fait mes enjeux, l'univers en fait des sujets qui concernent en fait directement ou pas mon activité, et identifier les impacts, les risques et les opportunités. Et ensuite, je vais faire le tri, je vais procéder à une cotation des impacts, risques et opportunités pour évaluer la matérialité des impacts et la matérialité financière, donc procéder à l'analyse de double matérialité. Je vais définir un seuil de matérialité puisque je ne vais, même si l'entreprise, elle, quelque part, gère l'ensemble des impacts, risques, opportunités, elle ne va rendre compte dans son rapport de durabilité exclusivement et elle ne va produire finalement des points de données, des indicateurs uniquement sur les impacts, risques et opportunités matérielles. Et pour toutes les sociétés qui passent en dessous des seuils, la CSRD, le rapport de durabilité, c'est fini. Oui, il n'y a plus d'obligation en tant que telle. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que, d'un côté, tous les grands donneurs d'ordre ont publié, continueront de publier, ils ne vont pas baisser le niveau de leur information sur les marchés parce qu'ils seront trop exposés au niveau des marchés pour réduire le niveau de leur information financière. Les banques, les investisseurs, les clients, la société civile ne vont pas limiter et baisser leurs attentes. Et les limites planétaires, elles restent, pas parce qu'on ferme les yeux qu'elles disparaissent. Donc, quelque part, la VSME devient réellement
un vrai sujet et c'est un vrai enjeu stratégique de se poser la question de rentrer dans l'appréhension de la performance durable via la publication d'un état de durabilité selon la VSMI. Ce qu'il faut savoir, c'est que la VSMI est construite sur les ESRS, donc elle a en son sein et en son cœur le même pivot qui est l'analyse de double matérialité. En revanche, elle ne suppose pas, elle ne préconise pas, elle n'exige pas la publication de l'analyse de double matérialité. Donc, on peut se permettre de faire une analyse de double matérialité simplifiée. Et c'est le gros avantage de la VSMI. Par ailleurs, elle est construite sur plusieurs modules. Il y a un module basique et des modules complémentaires. La démarche, elle reste assez similaire entre la CSRD et la VSMI. C'est juste en fait le niveau de granularité, l'ampleur des travaux, le niveau d'exigence qui en est revu. Donc, la démarche à suivre qui c'est faire un état des lieux, analyser mon modèle d'affaires, mes parties prenantes, les attendus, une analyse de double matérialité simplifiée avec véritablement l'identification des impacts et des risques matériels, s'organiser à minima pour définir, structurer et du coup mettre en œuvre des plans d'action, organiser la collecte des données, une bonne gouvernance pour pouvoir produire les indicateurs attendus, la logique, et puis mettre en place ensuite un suivi de l'efficacité des actions en pilotant finalement avec un mode de pilotage des indicateurs pour vérifier que l'action qu'on met en œuvre est efficace et est un mode de fonctionnement très classique en conduite de transformation. Là-dessus, il n'y a pas de grande différence, je dirais, intellectuelle, dans la démarche intellectuelle par rapport aux ESRS. C'est juste effectivement que les prérequis sont beaucoup moins lourds. Et bien entendu, l'audit n'est pas requis. Donc le fait de dire et le fait de considérer un audit volontaire ou de passer par une attestation d'un expert comptable à même de vous accompagner dans la mise en marche de cette VSME est susceptible de pouvoir établir une attestation sur l'état de durabilité est aussi une question qu'il est bon de considérer. Pour les très petites entreprises, la VSME prévoit de ne pouvoir mettre en place que le module basique en fait. Et je vous ai indiqué en fait la différence entre les deux démarches, qui est effectivement cette démarche n'est plus axée sur la double matérialité et passe directement d'un premier état des lieux rapide, des mises en œuvre de plans d'action et de la publication d'indicateurs qui seront assez simples et les mêmes pour tout le monde et sans réellement comment dire, d'ajustement par rapport à l'activité de la société, ni beaucoup de considérations stratégiques sur ces aspects, mais permet une information réellement à minima. Donc, je prends le relais Valérie. et je rebondis sur ce que disait Anne-Claire, en fait, que vous soyez ou non directement concerné par la CSRD, il y a des exigences qui demeurent. Et je vais peut-être commencer par un petit rappel, mais qui n'est pas si anecdotique que ça. Depuis 2019, la loi Pacte a modifié l'article du Code civil qui définit une société. Ce Code civil, au passage, n'avait pas bougé depuis le Code napoléonien, donc ça datait un petit peu. Et donc en 2019, il a été gravé dans le marbre que toute société doit être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise ne doit pas faire de la RSE, hein. Ça, c'est ce qu'on a entendu depuis longtemps. Et quand on dit ça, on a plutôt l'impression de plaquer quelque chose en plus ou d'entraîner l'entreprise dans une sorte de militantisme écologique. Bon, c'est comme ça que ça a commencé, mais au contraire, la gestion de l'entreprise, maintenant officiellement, est indissociable de la gestion des enjeux environnementaux et sociaux, et les dirigeants assument de fait la responsabilité sociale.
Donc ça, c'est un petit passage pour un cadre dont on n'est pas toujours complètement informé. Après et surtout, bah, les demandes ne viennent plus seulement des régulateurs. Comme le disait Anne-Claire, ça vient du marché, des talents, des investisseurs et parfois même de l'entreprise elle-même. Parce que si vous êtes dans une chaîne de valeur exposée, si vous êtes en levée de fonds, si vous êtes dans un moment de forte croissance ou que vous avez des attentes RH un peu fortes ou compliquées, vous êtes déjà confronté à la question de la durabilité. Parce que comment dire, toutes ces situations exigent de démontrer deux choses. La résilience de votre modèle, est-ce que vous avez identifié vos vulnérabilités, et les progrès réels qui sont faits sur les enjeux de durabilité. Est-ce que vous avez une feuille de route, des indicateurs? Parce que s'il n'y a pas d'indicateurs, on sait qu'en général, il n'y a pas de progrès, hein. On n'avance que ce sur quoi on mesure. Donc, on, on peut dire qu'on passe d'une obligation réglementaire à une obligation business et partie prenante. La durabilité, c'est pas une, et c'est plus en tout cas une case à cocher pour satisfaire un cadre réglementaire ou une sorte d'option morale. C'est devenu un facteur de compétitivité, d'accès au marché, de légitimité. Et il faut faire vraiment attention, et Anne-Claire l'a mentionné, c'est le piège du moment, c'est croire que la simplification de la réglementation nous donne un peu de répit. C'est un vrai faux ami, parce que les attentes, elles sont bien réelles, elles continuent de monter, les parties prenantes, elles demandent de la clarté, elles demandent de la cohérence et elles demandent des preuves. Donc c'est là-dessus qu'on doit s'engager. Si on continue sur le slide suivant, merci Anne-Claire. Aujourd'hui, c'est une étude que Price a fait sur un bon nombre de dirigeants. 68% des dirigeants estiment que leur modèle d'affaires ne sera plus viable d'ici 10 ans. 10 ans à l'échelle d'une entreprise, quand il faut faire bouger les choses, c'est demain, hein. On sait que les choses ne peuvent être que graduelles. Et même les entreprises qui sont les plus performantes, celles qui ont été régulièrement citées en exemple, qui ont mis en place des tonnes de best practice, comme on dit, atteignent leurs limites. Les limites, elles deviennent des risques massifs qui sont de la destruction de valeur, de la perte de confiance des clients, des investisseurs, des talents, des ruptures dans la chaîne de valeur. Les chocs climatiques ou sociaux sont complètement subis. Je vais vous donner quelques exemples très concrets et qui vont, je pense, vous parler. Premier, Porsche. Donc, Porsche a mis en place, comme dans tout l'automobile, des flux tendus, une logique d'optimisation de ses approvisionnements, d'optimisation de ses fournisseurs. Et Porsche dépendait d'un fournisseur d'aluminium unique. Il avait regroupé chez un fournisseur en Autriche toute sa production. Catastrophe naturelle, l'usine du fournisseur est inondée. Rupture d'approvisionnement, les chaînes de production de Porsche se sont retrouvées à l'arrêt pendant un temps suffisamment long pour leur poser des gros problèmes commerciaux. Alors, on ne peut pas pleurer sur Porsche, mais quand même, c'est un exemple. Autre exemple dans l'automobile, Stellantis, avec sa logique de réduction de coûts à l'extrême, a fini par détériorer la qualité, la sécurité de ses produits et la confiance des consommateurs. Et on voit comme ils rament, ou ils vont ramer, pour pouvoir récupérer cet asset qu'ils avaient pourtant vraiment bien avec eux. Autre exemple complètement différent, on accompagne chez Mignot un cabinet d'avocats. Un cabinet d'avocats confronté à l'arrivée brutale de l'IA générative, et l'IA générative est arrivée en un an et demi. Donc, à l'échelle d'une boîte, c'est vraiment court. Mais là, leur métier, leur positionnement, leur valeur ajoutée, c'est complètement à réinventer. Donc, on voit que ce n'est pas un sujet d'image, c'est un sujet de performance. Au contraire, si on prend le virage, on peut renforcer sa compétitivité, on va attirer les financements, on va fidéliser les meilleurs profils, on va gagner en excellence opérationnelle. Pourquoi? Parce que réduire une consommation de ressources, c'est bon pour la planète, mais c'est aussi réduire ses coûts. Donc, ce n'est pas un sujet de RSE, c'est un sujet business. Ce n'est pas seulement une affaire environnement, c'est surtout une affaire de pérennité. Le problème, c'est comment on gère ça. Parce qu'on ne va pas se le cacher, dans notre environnement qui est vraiment bien mouvant et bien compliqué, c'est normal, je dirais que c'est même humain, que les dirigeants aient tendance à rester sur du court terme.
Les urgences s'accumulent, la pression elle est constante, il y a une charge mentale folle en ce moment pour les dirigeants, on la connaît bien. Et l'incertitude, comment je dirais? Bah, c'est le quotidien maintenant, la seule certitude qu'on peut avoir, c'est qu'on va rester dans la certitude. Elle est structurelle, c'est pas conjoncturel. Et ça appelle une organisation plus résiliente, davantage capable de faire face aux chocs. Donc le véritable défi du leadership aujourd'hui, c'est vraiment d'être capable de gérer l'urgence tout en travaillant la pérennité. Les dirigeants, donc dans leur quotidien où tout change très vite, ils doivent adapter, réagir, ajuster, sans arrêt. Donc ça, c'est la résilience, hein, absorber les chocs, continuer à avancer, mais en même temps, ils doivent regarder plus loin, identifier les risques systémiques, donc regarder plus large, regarder les mutations en cours, arriver à attraper les signaux faibles et construire un modèle, robuste qui pourra durer, évoluer, s'adapter. Donc c'est pas un choix entre le court terme et le long terme, mais on aime bien parler d'une superposition des temps et c'est une nouvelle posture, stratégique. C'est là que se joue aujourd'hui le véritable leadership et la force, de l'entreprise. Alors c'est pas intuitif, c'est compliqué, ça demande de se poser et de faire un petit pas de côté et comme l'a dit Anne-Claire, la CSRD, la démarche est très bonne, elle est très logique. C'est juste une démarche logique de transformation. Par contre, le texte a été fait d'une manière hyper compliquée. C'est pour ça qu'il y a eu autant de levées de boucliers et que la loi Omnibus, à juste titre, va permettre de, simplifier les choses et de revenir plutôt au sens du texte et ce qu'on voulait faire qu'à une approche, enfin, qui voulait calquer une approche financière quelque part, et la matière dont on parle là, c'est pas des IFRS, donc ça peut pas être adressé de la même manière. On comprend la complexité des rôles des dirigeants et parfois la solitude parce que c'est pas évident, hein, d'arriver à faire prendre conscience à toute l'organisation qu'il y a un changement à opérer. Donc voilà, c'est de transformer la question RSE en question stratégique parce que c'est pas un sujet à part, la durabilité, c'est vraiment la direction du business dans le monde où tout bouge, comme Anne-Claire l'exprimait, déjà. Je vous propose de conclure du coup, en conclusion, je dirais que il est ce stop the clock et ce mouvement de balancier autour de la CSRD permet de revenir de prendre le temps de se poser et véritablement de rappeler qu'au-delà des sujets de conformité qu'il y avait derrière ce sujet de durabilité, c'est un sujet de levier c'est un levier stratégique, qu'il y a un certain nombre de questions qui sont nécessaires à se poser pour pouvoir contribuer à la performance à l'amélioration de la performance de l'entreprise et surtout sécuriser sa robustesse dans la durée. Donc finalement, que ce soit dans le cadre des entreprises de la vague 2 ou en tant que dans le cadre volontaire d'une démarche volontaire, se poser sur où est-ce qu'on va, est-ce que je serai toujours là dans 5, 10 ans, est-ce que mon business model sera encore viable dans 5 ou 10 ans, sont des sujets fondamentaux qui valent la peine d'être posés pour assurer la résilience de son modèle d'affaires, améliorer sa compétitivité, améliorer ou conserver son image de marque, défendre sa réputation, sécuriser l'accès au financement, répondre aux exigences des donneurs d'ordre et des parties prenantes. Et puis, comme, comme l'a rappelé Valérie, euh, c'est de la responsabilité de l'entreprise que d'être gérée et que de se gérer et en prenant en compte les impacts sociaux et environnementaux. C'est la responsabilité première des dirigeants. Voilà, bah écoutez, nous vous remercions pour votre écoute. Il est 9h58, on finit parfaitement dans les temps. Je vous remercie. Valérie et moi, nous vous remercions. Et, si vous avez des questions, nous sommes joignables.
Merci beaucoup à tous et merci pour Merci. cette invitation, Anne-Claire. Merci, à bientôt.